Je m'appelle Louise, j'ai 32 ans, et je travaille comme thérapeute spécialisé dans les traumatismes à Boston. Il y a 7 ans, la nuit de mon 25e anniversaire, ma vie a changé pour toujours. Mon beau-père, Frank, un homme qui avait terrorisé notre famille pendant plus d'une décennie, est entré par effraction dans mon appartement dans un accès de rage alcoolisé. Tandis qu'il me déboîtait l'épaule et que je m'effondrais au sol, ma mère est restée là à regarder. Avant de partager comment cette nuit horrible a transformé ma vie, dites-moi d'où vous regardez, et s'il vous plaît, abonnez-vous si vous voulez entendre d'autres histoires sur la manière de surmonter l'adversité. Mon enfance a été relativement paisible jusqu'à mes 8 ans. C'est à ce moment-là que mon père biologique est décédé d'un cancer du poumon agressif, laissant ma mère, Diane, et moi-même naviguer dans la vie sans lui. Pendant 4 ans, nous n'étions que toutes les deux dans notre petite maison de banlieue en dehors de Boston. Maman cumulait 2 emplois pour nous maintenir à flot financièrement. Mais malgré son épuisement, elle trouvait toujours du temps pour moi. Nous avions des soirées cinéma tous les vendredis, nous faisions des biscuits les week-ends, et elle n'a jamais manqué un seul événement scolaire. Ces années furent difficiles, mais notre lien s'est renforcé à travers l'épreuve. Tout a changé quand j'ai eu 12 ans. Maman a rencontré Frank à la banque où elle avait récemment commencé à travailler comme guichetière. Il était le directeur de l'agence, un homme en apparence respectable avec un emploi stable et une sécurité financière. Je me souviens encore de la première fois qu'elle l'a ramené à la maison pour dîner. Il est arrivé avec un bouquet de fleurs pour maman et un livre sur l'astronomie pour moi, ayant entendu par maman que j'étais fasciné par les étoiles. Frank était charmant, attentionné, et semblait sincèrement intéressé à me connaître. Au début, j'étais hésitante, mon père me manquant toujours, mais Frank n'a jamais insisté. Il a pris son temps, m'incluant souvent dans leurs sorties au zoo ou au musée. Après 6 mois de relation, Frank a fait sa demande, et ils se sont mariés quand j'avais 13 ans. Le mariage était petit mais élégant, exactement comme maman le voulait. Frank avait de l'argent, bien plus que ce à quoi nous étions habitués, et il nous a fait emménager dans sa spacieuse maison coloniale dans un quartier huppé. J'ai eu ma propre chambre avec un nouvel ordinateur et une nouvelle bibliothèque. Pendant les premiers mois, tout semblait parfait. Les changements furent subtils au début. Frank a insisté pour gérer toutes les finances, convainquant maman de fermer son compte bancaire personnel et de tout fusionner avec le sien. Il avait des explications logiques pour tout. C'était plus efficace. Ils économiseraient sur les frais. Ils étaient une famille maintenant. Maman a accepté, peut-être trop facilement, désespérée de croire qu'elle avait retrouvé la sécurité. Puis Frank a commencé à avoir des opinions sur les amis de maman. Karen était trop bavarde. Suzanne était une mauvaise influence avec ses histoires de divorce. Jennifer dépensait de manière trop frivole et encouragerait maman à faire de même. Un par un, le cercle social de maman s'est rétréci, car elle a cessé de les contacter pour éviter les commentaires désapprobateurs de Frank. Les appels téléphoniques sont devenus moins fréquents et les visites presque inexistantes. J'ai remarqué que maman changeait aussi. La femme qui chantait autrefois en cuisinant se déplaçait maintenant silencieusement dans la cuisine. Elle demandait l'avis de Frank avant de faire le moindre achat, même petit. Sa garde-robe colorée a cédé la place à des vêtements plus conservateurs que Frank jugeait appropriés. Elle a arrêté de porter le rouge à lèvres rouge vif qu'elle avait toujours aimé. La première fois que j'ai vu la colère de Frank, j'avais 14 ans. Maman avait acheté une robe sans le consulter au préalable. Elle n'était pas chère, juste une simple robe d'été pour un pique-nique du personnel, mais Frank a explosé. Il ne l'a pas frappée, pas cette fois-là, mais il a jeté son assiette contre le mur, la brisant et laissant la sauce spaghetti couler sur notre papier peint crème comme du sang. Il l'a traitée d'irresponsable, d'imprudente financièrement, et d'ingrate. Maman s'est excusée à plusieurs reprises, a retourné la robe le lendemain, et n'a plus jamais fait de shopping seule. Au moment où j'ai commencé le lycée, j'avais développé des stratégies pour minimiser le contact avec Frank. Je me suis inscrite à tous les clubs périscolaires possibles, j'étudiais à la bibliothèque, et je passais les week-ends chez des amis. Quand j'étais à la maison, je restais dans ma chambre, porte fermée, n'en sortant que lorsque c'était nécessaire. Frank ne m'a jamais explicitement interdit ces activités, probablement parce qu'il préférait que je ne sois pas dans ses pattes. Ma relation avec maman s'est détériorée pendant ces années. Je lui en voulais d'avoir changé, d'avoir choisi Frank au détriment de notre relation autrefois si proche. Quand j'essayais de lui parler du comportement contrôlant de Frank, elle rejetait mes inquiétudes. « Tu ne comprends pas les relations d'adultes », disait-elle.
Franck prend soin de nous. Nous avons de la chance de l'avoir. Finalement, j'ai arrêté d'essayer de l'atteindre. Nous vivions dans la même maison mais existions dans des mondes séparés. En première, je suis tombé sur maman en train de couvrir un bleu sur sa joue avec du maquillage. Elle a prétendu avoir heurté une porte dans le noir, mais ses yeux ne croisaient pas les miens dans le miroir. C'est à ce moment-là que j'ai su avec certitude que Franck était passé de la violence psychologique à la violence physique. Je l'ai supplié de le quitter. Elle a refusé, insistant sur le fait que c'était juste une erreur ponctuelle, que Franck était stressé par le travail. Je savais que c'était faux. Mais à 16 ans, je me sentais impuissante à aider quelqu'un qui ne voulait pas s'aider elle-même. Les 2 années suivantes furent une danse prudente d'évitement et de planification. J'ai maintenu des notes parfaites, sachant que l'éducation était mon billet de sortie. J'ai fait des recherches sur des universités loin de la maison, j'ai postulé à toutes les bourses disponibles, et j'ai travaillé à temps partiel dans une librairie locale pour économiser de l'argent. Franck semblait satisfait de ma réussite scolaire, la considérant comme un reflet de sa bonne parentalité, et me laissait largement tranquille. Maman devenait de plus en plus renfermée, l'ombre de la femme qui avait été autrefois ma meilleure amie et ma plus farouche protectrice. Quand ma lettre d'acceptation de l'université de Boston est arrivée, accompagnée d'une bourse substantielle, j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer. Franck a été étonnamment favorable, probablement parce que mes réussites le mettaient en valeur dans la communauté et peut-être parce qu'il était impatient de me voir quitter la maison. Maman semblait partagée entre la fierté et la peur. La veille de mon départ pour l'université, elle est venue dans ma chambre après que Franck se soit endormi. « Je suis fière de toi », a-t-elle murmuré, s'asseyant sur le bord de mon lit comme elle le faisait quand j'étais petite. « Tu vas faire des choses extraordinaires. » Il y avait quelque chose dans sa voix, un mélange de tristesse et de désir, qui me serrait le cœur. « Viens avec moi », ai-je dit impulsivement. « On pourrait prendre un appartement ensemble. Tu pourrais trouver un travail à Boston. » Elle a secoué la tête, ce regard familier de résignation s'installant sur ses traits. « C'est ma vie maintenant, Louise, mais ça ne doit pas être la tienne. Promets-moi que tu te construiras une belle vie, quoi qu'il arrive. » Le lendemain matin, Franck nous a conduites à Boston dans un silence tendu. Il a aidé à monter mes cartons jusqu'à ma chambre de dortoir, jouant parfaitement le rôle du beau-père dévoué devant ma colocataire et ses parents. Au moment de partir, maman m'a serré fort dans ses bras, me chuchotant « Je t'aime » à l'oreille. Franck m'a donné une tape maladroite sur l'épaule et un chèque pour les urgences. Je ne l'ai jamais encaissé. Mon premier semestre à l'université fut comme sortir d'une grotte sombre pour entrer dans la lumière du soleil. Je me suis fait des amis qui ne savaient rien de ma vie familiale, j'ai rejoint des groupes d'études, et j'ai même tenté ma chance dans l'équipe de débat. Ma colocataire, Zoé, étudiait le journalisme et m'a présenté à son groupe d'amis éclectiques. Pour la première fois depuis des années, je me sentais normal, libéré de la tension constante de la vie avec Franck. J'ai choisi la psychologie comme matière principale en 2e année, poussé par le besoin de comprendre ce qui était arrivé à ma famille. Pourquoi maman restait-elle avec Franck? Pourquoi Franck avait-il besoin de contrôler et de blesser les autres? Aurais-je pu faire quelque chose différemment? Mes professeurs ont remarqué mon intensité, mon besoin désespéré de réponse. La professeure Sarah Lavigne s'est particulièrement intéressée à mes progrès académiques. Spécialiste des traumatismes et de la violence domestique, elle est devenue mon mentor et finalement une amie. Un jour, pendant ces heures de permanence, je me suis finalement confié sur ma situation familiale. Au lieu de pitié, elle m'a offert de la compréhension et des conseils pratiques. Elle m'a recommandé des livres, m'a mis en contact avec des groupes de soutien pour enfants adultes de foyers violents, et m'a encouragé à envisager une thérapie. Les schémas dans lesquels nous grandissons nous façonnent, a-t-elle expliqué. Mais ils n'ont pas à nous définir. Les comprendre est la première étape pour s'en libérer. La communication avec maman est devenue de plus en plus difficile pendant ces années. Nos appels téléphoniques étaient brefs et superficiels, toujours quand Franck était au travail. Elle ne partageait jamais rien de significatif sur sa vie, éludant mes questions avec de vagues assurances que tout allait bien. Je suis rentré à la maison pour les vacances pendant ma première année, mais l'atmosphère était si étouffante que j'ai trouvé des excuses pour rester à l'école pendant la plupart des congés suivants. Maman me rendait visite occasionnellement, toujours seule, regardant toujours par-dessus son épaule comme si Franck pouvait se matérialiser derrière elle. Pour subvenir à mes besoins, je travaillais à la bibliothèque de l'université 20 heures par semaine. L'environnement calme et organisé était apaisant,
et mon superviseur était flexible avec mon emploi du temps de cours. J'étais déterminée à être financièrement indépendante, refusant de dépendre de tout argent lié à Franck. Je vivais frugalement, faisais mes achats dans des friperies, et j'ai appris à cuisiner des repas sains et bon marché dans la cuisine du dortoir. En 3e année, j'ai rencontré Eric dans mon cours de psychopathologie. Il étudiait pour devenir travailleur social clinicien, passionné par l'aide aux jeunes à risque. Contrairement aux quelques garçons que j'avais fréquentés de manière occasionnelle auparavant, Eric était patient et perspicace. Il remarquait quand certains sujets me mettaient mal à l'aise et n'insistait jamais pour en savoir plus que ce que j'étais prête à partager. Progressivement, je lui ai parlé de ma famille, testant ses réactions avec de petites révélations avant de lui faire confiance avec toute l'histoire. « Ta mère a besoin d'aide », a-t-il dit après avoir entendu sa situation. « Mais toi aussi. Avoir un parent dans une relation abusive t'affecte aussi, même à distance. » Avec les encouragements d'Eric, j'ai commencé à voir une thérapeute via le centre de conseil de l'université. La docteure Mélissa m'a aidé à travailler sur mes sentiments compliqués d'amour, de colère et de culpabilité envers ma mère, et ma peur et mon ressentiment envers Franck. Lentement, j'ai commencé à comprendre que je ne pouvais pas sauver maman si elle n'était pas prête à partir. Mais je pouvais construire ma propre vie saine. J'ai obtenu mon diplôme avec la plus haute distinction, avec la professeure Lavigne écrivant des recommandations élogieuses pour les programmes de 3e cycle. Maman a assisté à ma cérémonie de remise des diplômes, assise seule dans le public tandis que Franck prétextait une urgence professionnelle. Elle paraissait plus âgée que ses 47 ans. Ses cheveux bruns autrefois vibrants étaient maintenant parsemés de gris, sa posture légèrement voûtée comme si elle se préparait perpétuellement à un impact. Nous sommes allés dîner ensuite, juste nous deux, dans un petit restaurant italien près du campus. « J'ai toujours su que tu ferais quelque chose de spécial », a-t-elle dit, souriant sincèrement. Pour la première fois depuis des années, ton père aurait été si fier. J'ai pris sa main par-dessus la table. Je reste à Boston. J'ai trouvé un appartement et un travail dans un centre de santé mentale communautaire. Tu pourrais venir me voir n'importe quand. Rester aussi longtemps que tu veux. Elle a serré ma main, puis l'a retirée pour tripoter sa serviette. J'ai serré. Les choses sont juste chargées avec l'emploi du temps de Franck et la maison. Sa voix s'est éteinte, et je savais qu'elle avait peur de faire des promesses qu'elle ne pourrait pas tenir. Nous nous sommes quittés avec des étreintes serrées et des projets timides pour qu'elle me rende visite cet été-là. En regardant son taxi s'éloigner, je me suis demandé si je retrouverais un jour ma vraie mère. Après l'obtention de mon diplôme, je me suis installé dans mon appartement d'une chambre dans un brownstone reconverti à Somerville, à un court trajet en métro du centre-ville de Boston. Le loyer mettait mon budget à rude épreuve, mais avoir mon propre espace sécurisé en valait chaque centime. Mon travail au centre de santé mentale communautaire de Riverside était un poste de débutant, assistant les thérapeutes agréés avec leur paperasse et assistant occasionnellement aux séances de thérapie de groupe. Le salaire était modeste, mais l'expérience était inestimable, surtout combinée au cours de 3e cycle que je suivais à temps partiel en psychologie clinique. 6 mois après le début de ma nouvelle vie, j'ai reçu un message inattendu d'Eric. Nous avions rompu à l'amiable avant la remise des diplômes, tous deux concentrés sur nos carrières et incertains quant au maintien d'une relation à distance, car il avait accepté un poste à Chicago. Son message était simple. Il revenait à Boston pour une nouvelle opportunité professionnelle et se demandait si j'aimerais prendre un café pour rattraper le temps perdu. Notre café de retrouvailles s'est transformé en dîner, qui a évolué en rendez-vous régulier. Eric avait mûri pendant notre séparation, plus confiant dans ses compétences et plus clair sur ses objectifs. Il travaillait maintenant pour une organisation à but non lucratif qui fournissait des services de conseil aux familles à faible revenu, en particulier celles touchées par la toxicomanie. Nous avons repris notre relation avec une facilité surprenante, tous deux plus conscients de nous-mêmes et meilleurs en communication que nous ne l'avions été à l'université. Un soir, lors d'un appel vidéo avec maman, j'ai remarqué un bleu jaunâtre qui s'estompait autour de son œil droit. Quand je l'ai interrogée à ce sujet, elle a nerveusement ajusté sa webcam et a prétendu avoir trébuché dans les escaliers en portant le linge. L'explication aurait pu être plausible si ce n'était la façon dont ses yeux parcouraient la pièce, vérifiant probablement si Franck était à portée de voix. « Maman, ai-je dit doucement, tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? S'il se passe quelque chose, je peux aider. » « Tout va bien, ma chérie », a-t-elle insisté, arborant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Comment se passe ton nouveau projet au travail ? » Le changement de sujet abrupt était typique, mais j'ai décidé de ne pas insister.
À la place, j'ai commencé à appeler plus fréquemment à différents moments de la journée, espérant la joindre quand elle se sentirait plus en sécurité pour parler. Je me suis également lié d'amitié avec Catherine, une collègue spécialisée dans les cas de violence domestique. Sans rompre la confidentialité au sujet de maman, je lui ai posé des questions générales sur la manière dont la violence s'intensifie et quelles ressources étaient disponibles pour les victimes. Le moment le plus dangereux est quand elles essaient de partir, a expliqué Catherine lors d'une pause déjeuner. C'est à ce moment-là que le contrôle est menacé et que les agresseurs intensifient souvent la violence pour éviter de perdre leurs victimes. Tout plan d'évasion doit donner la priorité à la sécurité avant tout. J'ai commencé à faire des recherches sur les refuges pour victimes de violences domestiques dans la région de mes parents, sauvegardant les numéros de téléphone et les adresses dans un document protégé par mot de passe sur mon ordinateur. J'ai examiné les options légales, les ordonnances restrictives et les groupes de soutien, tout en sachant que rien de tout cela n'aiderait si maman n'était pas prête à faire ce premier pas terrifiant. 3 mois avant mon 25e anniversaire, maman a appelé alors que je dînais avec Eric dans mon appartement. Sa voix tremblait, à peine audible. Il a trouvé la brochure, a-t-elle murmuré. Quelle brochure, ai-je demandé, bien que je soupçonnais déjà la réponse. Pour le centre pour femmes. Celle que tu m'as envoyée. Il a fouillé dans mon sac à main. Elle pleurait maintenant, essayant de rester silencieuse. Il dit que je suis ingrate, que je prévois de le quitter après tout ce qu'il a fait pour moi. Il a cassé mon téléphone. J'utilise le téléphone fixe du voisin pendant qu'il est sorti. Mon cœur s'est emballé. Maman, écoute-moi. Fais un petit sac. Seulement l'essentiel. Je t'appellerai un Uber pour la gare routière. Tu peux venir rester avec moi. Nous réglerons tout une fois que tu seras en sécurité. Je ne peux pas partir comme ça, a-t-elle protesté faiblement. La maison, mon travail. Que penseraient les gens? Rien de tout cela n'a d'importance si tu n'es pas en sécurité, ai-je insisté. S'il te plaît, maman. J'ai peur de ce qu'il pourrait faire. Il y a eu une longue pause. Peut-être que tu as raison, a-t-elle finalement dit. Laisse-moi y réfléchir. Je te rappellerai demain quand il sera au travail. Eric, qui avait écouté ma partie de la conversation, semblait inquiet. Penses-tu qu'elle est en danger immédiat? Devrions-nous appeler la police locale pour une vérification de bien-être? Je ne sais pas, ai-je admis. Franck est prudent. Il n'a jamais rien fait qui pourrait le faire arrêter. Si nous appelons la police et qu'il ne se passe rien, cela pourrait juste empirer les choses pour elle. Nous sommes restés éveillés tard à discuter des options, Eric m'aidant à affiner un plan de sécurité pour maman. J'ai à peine dormi, attendant son appel le lendemain. Quand il est finalement arrivé, mon cœur s'est serré à ses premiers mots. Tout va bien maintenant, a-t-elle dit, sa voix anormalement enjouée. Franck et moi avons eu une bonne discussion. Il a expliqué qu'il s'inquiétait juste que je sois influencé par des personnes négatives. Nous allons commencer une thérapie de couple. Je pouvais entendre le mensonge dans chaque syllabe, je pouvais imaginer Franck debout à côté d'elle, surveillant chaque mot. Maman, es-tu sûre? Tu sais que tu peux me dire si. Absolument sûre, a-t-elle interrompu. Oh, Franck veut te dire bonjour. Avant que je puisse protester, sa voix est parvenue par le haut-parleur, douce et contrôlée comme toujours. Louise, comme c'est gentil d'entendre que tu as gardé le contact avec ta mère. J'espère que tu ne lui remplis pas la tête de bêtises sur notre relation. Je veux juste qu'elle soit en sécurité et heureuse, ai-je répondu prudemment. Elle est les deux avec moi, a-t-il dit, une menace subtile sous-jacente à son ton agréable. Peut-être devrais-tu te concentrer sur ta propre vie au lieu d'essayer d'interférer dans la nôtre. La famille est sacrée, Louise. Souviens-toi de ça. L'appel s'est terminé brusquement. Folle d'inquiétude, j'ai contacté le service de police local et expliqué la situation. L'officier était sympathique mais a expliqué que sans preuve d'un crime ou témoignage direct de ma mère, il ne pouvait pas faire grand-chose. Si elle appelle et dit qu'elle est en danger, nous interviendrons immédiatement, m'a-t-il assuré. Mais nous ne pouvons pas forcer de l'aide sur quelqu'un qui n'en demande pas. Frustré et effrayé, j'ai essayé d'appeler maman à plusieurs reprises au cours des semaines suivantes, mais je suis toujours tombé sur sa messagerie vocale. Les quelques messages textes que j'ai reçus étaient clairement composés sous la supervision de Franck, des nouvelles génériques sur des projets de jardinage et des événements communautaires. À l'approche de mon anniversaire, le nœud d'anxiété dans mon estomac se resserrait. Quelque chose n'allait pas, profondément pas,
mais j'étais impuissante à y remédier à 300 km de distance. Mon 25e anniversaire tombait un vendredi de fin octobre. L'air était devenu vif, avec les feuilles qui craquaient sous les pieds alors que je rentrais du métro après le travail. Dans des circonstances normales, j'aurais peut-être organisé une fête avec des amis ou un dîner romantique avec Eric. Au lieu de cela, j'avais accepté qu'il m'emmène sortir le lendemain soir, car il avait une urgence client inévitable ce vendredi-là. Je me rattraperai demain, m'avait-il promis, en m'embrassant au revoir ce matin-là. Nous aurons la meilleure célébration d'anniversaire en retard de tous les temps. Mes collègues m'avaient surprise avec des cupcakes et une petite carte cadeau au déjeuner. Et tout au long de la journée, des vœux d'anniversaire affluaient par SMS et sur les réseaux sociaux. J'ai essayé d'appeler maman plusieurs fois, mais comme prévu, il n'y a pas eu de réponse. J'ai laissé un message vocal joyeux, ne faisant aucune mention de la tension de notre dernière conversation, disant simplement que je l'aimais et que j'espérais avoir de ses nouvelles bientôt. Mon appartement m'a accueilli avec un confort familier ce soir-là. Situé au 3e étage d'un brownstone bien entretenu, il offrait de hauts plafonds, des parquets en bois et de grandes fenêtres qui laissaient entrer beaucoup de lumière naturelle. La sécurité était décente, avec une entrée principale qui nécessitait un badge électronique et des serrures solides sur les portes des appartements individuels. J'avais personnalisé l'espace avec des meubles d'occasion, des plantes et des articles de psychologie encadrés que je trouvais particulièrement inspirants. C'était petit mais je m'y sentais en sécurité, un sanctuaire loin du chaos de mon enfance. Je me suis offert un plat à emporter de mon restaurant thaïlandais préféré, j'ai ouvert une bouteille de vin et je me suis installé sur le canapé avec un roman que j'avais l'intention de lire. Vers 21h, Eric a appelé pour me souhaiter à nouveau un joyeux anniversaire et m'a promis que la célébration de demain vaudrait l'attente. À 23h, je m'étais mise en pyjama et je m'endormais, le roman abandonné sur ma table de chevet. Les coups sourds à ma porte m'ont réveillé en sursaut. Désorienté, j'ai cherché mon téléphone à tâtons pour vérifier l'heure, minuit 17. Les coups ont continué, de plus en plus insistants, entrecoupés maintenant d'une voix que j'ai reconnue avec une clarté effroyable. « Ouvre cette porte, Louise. » La voix de Franck, pâteuse mais sans équivoque. « Je sais que tu es là. » Le cœur battant, je me suis approché de la porte en rampant et j'ai regardé par le Judas. Franck se tenait dans le couloir, le visage rouge de colère, d'alcool, ou des deux. Derrière lui, partiellement caché, se tenait ma mère, son expression un masque de terreur. Franck a frappé de nouveau, la porte tremblant dans son cadre. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je crié à travers la porte, essayant de garder ma voix stable tout en tapant frénétiquement un SMS à Eric d'une main. « Il est plus de minuit. Nous sommes venus te souhaiter un joyeux anniversaire, a répondu Franck avec une tentative grotesque de jovialité. « Ouvre, Louise. Ne sois pas impoli avec tes parents. S'il te plaît, va-t'en, ai-je dit, plus fort maintenant. J'appellerai la police si tu ne pars pas. » C'est alors que quelque chose en Franck a cédé. « Espèce de petite ingrate », a-t-il rugi, se jetant contre la porte avec une telle force que le bois s'est fendu autour de la serrure. 2 autres coups de pied puissants et la porte a cédé entièrement, Franck entrant en titubant dans mon appartement, une rage meurtrière dans les yeux. J'ai reculé, le téléphone serré dans ma main. « J'appelle le 911, ai-je prévenu, les doigts composant déjà le numéro. Franck s'est jeté en avant avec une vitesse surprenante pour un homme de sa taille. Il m'a fait tomber le téléphone de la main, l'envoyant glisser sur le sol. Avant que je puisse réagir, ses doigts se sont emmêlés dans mes cheveux, me tirant en avant si violemment qu'une douleur a explosé sur mon cuir chevelu. Son autre main a formé un point qui a heurté ma pommette, envoyant des étoiles dans ma vision. « Franck, arrête !» La voix de ma mère, faible et terrifiée depuis le seuil. « S'il te plaît, tu lui fais mal. » Il l'a ignoré, me traînant par les cheveux à travers le salon et me projetant contre le mur. Ma tête a craqué contre le plâtre, m'étourdissant momentanément. J'ai essayé de me débattre, griffant son visage, donnant des coups de pied dans ses tibias, mais Franck pesait au moins 45 kilos de plus que moi. « Maman, aide-moi » ai-je crié, croisant son regard par-dessus l'épaule de Franck. Elle se tenait figée dans l'embrasure de la porte, les mains sur la bouche, les yeux écarquillés d'horreur, mais son corps immobile. « S'il te plaît, maman. » Franck m'a fait pivoter, a saisi mon bras droit et l'a tordu derrière mon dos, le poussant vers le haut avec une force sauvage. Il y a eu un bruit sec et écœurant alors que mon épaule se déboîtait, une douleur si intense que ma vision s'est réduite à des points de lumière dans une mer de ténèbres. J'ai hurlé, un son primal et angoissé.
Voilà ce qui arrive quand on essaie de détruire une famille, a sifflé Frank à mon oreille, son haleine chaude épuant le whisky. C'est ce que tu mérites. Il m'a de nouveau projeté contre le mur, mon épaule déjà blessée encaissant le choc. La douleur était aveuglante, nauséeuse. J'ai senti quelque chose craquer dans ma cage thoracique alors qu'il me frappait à nouveau, cette fois sur le côté. Un autre coup a atteint ma tempe, m'envoyant m'étaler sur le sol. À travers mes yeux enflés, j'ai vu mon téléphone à quelques centimètres de ma main gauche tendue. Avec le reste de mes forces, je me suis jeté dessus, mes doigts trouvant le bouton SOS d'urgence que j'avais programmé. 3 pressions rapides ont envoyé ma position au service d'urgence. Le pied de Frank a de nouveau heurté mes côtes, et je me suis recroquevillé en boule protectrice, goûtant le sang, sentant la conscience m'échapper. La dernière chose dont je me souviens avant que l'obscurité ne m'emporte, c'est le visage de ma mère, des larmes coulant sur ses joues, sa bouche formant des mots que je ne pouvais plus entendre. Au loin, des sirènes hurlaient, de plus en plus fortes, puis s'estompant alors que je sombrais dans l'inconscience. Le bip régulier d'un moniteur cardiaque m'a tiré des ténèbres. Mes paupières me semblaient incroyablement lourdes, mais j'ai réussi à les ouvrir sur un flou de plafond blanc et de lumière fluorescente. La douleur irradiait de partout, en particulier de mon épaule droite et de ma cage thoracique. Une pression chaude sur ma main gauche a attiré mon attention, et j'ai tourné légèrement la tête pour voir Eric assis à côté du lit d'hôpital, ses doigts entrelacés avec les miens, sa tête penchée dans ce qui ressemblait à une prière ou à de l'épuisement. Eric, ai-je essayé de dire, mais c'est sorti comme un râle. Sa tête s'est relevée d'un coup, le soulagement se lisant sur ses traits fatigués. Louise, a-t-il murmuré en se penchant plus près. Dieu merci. Laisse-moi appeler l'infirmière. Il a appuyé sur un bouton, et quelques instants plus tard, une infirmière est entrée précipitamment, suivie d'un médecin en blouse blanche. Ils ont vérifié mes signes vitaux, m'ont posé des questions pour évaluer mon état mental, et m'ont expliqué mes blessures. Vous avez une épaule droite déboîtée, que nous avons réduite pendant que vous étiez inconsciente, a expliqué le médecin. 2 côtes fracturées du côté droit, des contusions faciales et une légère commotion cérébrale. Vous avez eu de la chance que la police soit arrivée à temps. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé? Les souvenirs sont revenus avec une clarté effroyable, Frank défonçant ma porte, le premier coup de poing, ma mère qui regardait, le bruit sec et écœurant de mon épaule. J'ai hoché la tête lentement, grimaçant à la douleur que le mouvement provoquait. Frank, ai-je réussi à dire. Mon beau-père, il m'a attaqué. Ma mère était là aussi. Est-ce qu'ils sont? Votre beau-père est en garde à vue, a dit Eric, la voix tendue par une colère contenue. La police l'a arrêté sur les lieux. Votre mère est dans la salle d'attente. Elle est là depuis toute la nuit mais avait peur d'entrer. Un officier de police est arrivé peu après, une femme aux yeux bienveillants avec un carnet. Elle s'est présentée comme l'officier Rivera et a expliqué qu'elle avait besoin de ma déposition pendant que les événements étaient encore frais dans mon esprit. Avec Eric me tenant la main pour me soutenir, j'ai tout raconté, depuis les coups à ma porte à minuit jusqu'à la perte de connaissance à l'approche des sirènes. Nous avons votre beau-père en garde à vue pour effraction, agression et coups et blessures, a confirmé l'officier Rivera. Votre appel d'urgence a enregistré des parties de l'agression, et la preuve de l'effraction est claire. Vos blessures et le rapport médical soutiendront l'affaire. La question maintenant est de savoir si vous voulez porter plainte. Oui, ai-je dit sans hésitation. Je veux qu'il soit poursuivi avec la plus grande sévérité possible. L'officier Rivera a hoché la tête. Bien. Trop souvent dans les cas de violence domestique, les victimes ont peur d'aller de l'avant. Il y aura des papiers à signer quand vous vous sentirez mieux. Nous devrons également parler d'une ordonnance restrictive. Après son départ, Eric a comblé les lacunes de ma mémoire. Il avait reçu mon SMS partiel et avait appelé la police lui-même quand je n'avais pas répondu à ses rappels frénétiques. Il est arrivé à mon appartement peu après l'ambulance, trouvant la porte défoncée et du sang sur le mur du salon. La police avait menotté Frank dans une voiture de patrouille et essayait de calmer ma mère hystérique. Elle a été dans tous ses états, a dit Eric doucement, alternant entre les pleurs et un mutisme complet. Elle a fait une déclaration à la police qui confirme tout ce que vous avez dit. Je pense qu'elle est en état de choc. J'étais encore en train de digérer cette information quand on a frappé doucement à la porte. Ma mère se tenait là, semblant plus petite que dans mon souvenir, son visage pâle et tiré, des cernes sombres sous des yeux gonflés. Puis-je entrer, a-t-elle demandé avec hésitation. Eric m'a regardé d'un air interrogateur, et j'ai hoché la tête.
Il m'a serré la main, puis s'est levé. Je vais chercher un café et vous laisser un peu d'intimité. Alors que la porte se fermait derrière lui, maman s'est approchée lentement du lit, comme si elle craignait que je la renvoie. Quand elle a vu mon visage de près, les bleus virant maintenant au violet, elle a couvert sa bouche avec sa main, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. « Je suis tellement désolée », a-t-elle murmuré, la voix brisée. « Louise, je suis tellement désolée. » Une partie de moi voulait se détourner, rejeter ses excuses comme étant trop peu, trop tard. Mais la plus grande partie a vu ce que j'avais manqué lors de nos appels vidéo, le regard hanté dans ses yeux, le léger tremblement de ses mains, la façon dont elle sursautait au mouvement brusque. Des signes classiques de traumatisme que j'avais été formé à reconnaître chez les autres mais que j'avais somehow ignoré chez ma propre mère. « Assieds-toi, maman », ai-je dit, en désignant la chaise qu'Éric avait libérée. Elle s'est perchée sur le bord, les mains se tordant nerveusement sur ses genoux. « Je n'ai jamais pensé qu'il te ferait du mal », a-t-elle dit. Il a menacé de le faire si souvent, mais je pensais que ce n'était que des paroles. Je pensais que si je restais avec lui, si je faisais tout ce qu'il voulait, il te laisserait tranquille. « Depuis combien de temps te fait-il du mal ?» ai-je demandé, bien que je connaissais déjà la réponse. « Depuis environ 1 an après notre mariage », a-t-elle admis. Ça a commencé par des bousculades, des prises trop fortes, puis des gifles pour lesquelles il s'excusait immédiatement. Promettait de ne plus jamais recommencer. Le temps que ça devienne vraiment grave, j'étais piégé. Il contrôlait tout notre argent, m'a isolé de mes amis, m'a convaincu que j'étais sans valeur et que j'avais de la chance de l'avoir. Elle a pris une inspiration tremblante. Il a menacé de te tuer si je le quittais un jour. Il a dit qu'il te trouverait où que tu ailles. Je l'ai cru, Louise. Je suis resté pour te protéger, mais à la fin, j'ai quand même échoué. La logique tordue des victimes de violences, quelque chose que j'avais étudié mais jamais pleinement compris jusqu'à ce moment. Ma mère avait enduré des années de tourments, croyant que c'était le seul moyen de me garder en sécurité, alors que je lui en avais voulu de ne pas partir. Qu'est-ce qui l'a poussé à s'en prendre à moi maintenant, ai-je demandé. Ta carte d'anniversaire, a-t-elle répondu. Tu as envoyé une carte avec un mot disant que ma porte était toujours ouverte. Franck l'a trouvée, est entré dans une rage folle. Il avait bu toute la soirée, devenant de plus en plus en colère. Il n'arrêtait pas de dire que tu essayais de me voler, de détruire notre mariage. Il m'a forcé à monter dans la voiture, a dit qu'il allait te donner une leçon. Elle s'est alors complètement effondrée, sanglotant dans ses mains. J'aurais dû l'arrêter. J'aurais dû faire quelque chose. Quand il a commencé à te frapper, je me suis figé. Je ne me suis jamais autant détesté qu'à ce moment-là. Une infirmière est entrée pour vérifier mon niveau de douleur et administrer des médicaments. Le temps qu'elle parte, ma mère s'était quelque peu ressaisie, bien que ses yeux soient restés cerclés de rouge et hantés. La police veut savoir si je porte plainte, lui ai-je dit. Je le fais. Sa place est en prison, maman. Elle a hoché la tête lentement. Je sais. Je leur ai déjà dit que je témoignerai contre lui. J'en ai fini d'avoir peur, Louise. Il a fallu que je le voie te faire du mal pour enfin comprendre qu'on ne protège personne en restant silencieux. Ma collègue Catherine est arrivée cet après-midi-là, ayant appris l'agression par Éric. Elle a apporté des ressources pour maman et moi, des informations sur les services aux victimes, des options de thérapie, des groupes de soutien. Plus important encore, elle nous a mis en contact avec Jessica, une avocate spécialisée dans les cas de violence domestique. Jessica m'a rendu visite à l'hôpital le lendemain, expliquant le processus juridique à venir. Franck s'est vu refuser la caution en raison de la gravité de l'attaque et du risque de fuite, nous a-t-elle informé. Le procureur l'accuse de plusieurs crimes graves. Avec votre témoignage et celui de votre mère, plus les preuves matérielles, nous avons un dossier solide. Maman est restée dans un hôtel près de l'hôpital, me rendant visite quotidiennement pendant ma convalescence. Nous avons parlé plus ouvertement que nous ne l'avions fait depuis des années, des conversations douloureuses sur le passé et des conversations timides sur l'avenir. Elle a accepté de voir un thérapeute spécialisé dans la violence domestique, la première étape d'un long processus de guérison pour nous deux. Après 5 jours, j'ai été autorisé à sortir avec le bras en écharpe, des ordonnances pour la gestion de la douleur et des rendez-vous pour les soins de suivi. Éric a insisté pour que je reste dans son appartement jusqu'à ce que le mien soit réparé et sécurisé avec de meilleures serrures. Maman est venue aussi, prenant la chambre d'amis d'Éric pendant que je prenais son lit, et il a dormi sur le canapé malgré mes protestations.
Au cours de ces premières semaines de convalescence, alors que mon corps guérissait lentement et que l'affaire judiciaire contre Franck prenait forme, maman et moi avons entamé le processus délicat de reconstruction de notre relation. Il y a eu des moments de tension, de ressentiment tacite refaisant surface, mais aussi des moments de connexion inattendus. Nous étions deux survivantes maintenant, liées par un traumatisme commun, mais aussi par la possibilité de se libérer de l'ombre de Franck. 3 mois après l'agression, je me tenais devant le palais de justice du comté de Suffolk, ma main serrant fermement celle d'Eric. Mon épaule avait suffisamment guéri pour que je n'ai plus besoin de l'écharpe, bien que certains mouvements soient encore douloureux. Le kinésithérapeute a dit que je pourrais toujours avoir une certaine limitation dans cette articulation, un rappel permanent de cette nuit-là. Le palais de justice était imposant, avec ses colonnes de granit et ses larges marches, conçues pour intimider par sa grandeur. À l'intérieur, les sols en marbre poli résonnaient de pas pressés, de conversations chuchotées et de la voix autoritaire occasionnelle appelant un numéro de dossier ou un nom. L'air sentait le cirage à meubles et l'anxiété. Jessica nous a rencontrés dans le hall, professionnelle dans un tailleur bleu marine, sa mallette débordant de documents. « Êtes-vous prête ?» a-t-elle demandé, ses yeux évaluant mon état émotionnel. J'ai hoché la tête, ajustant le col de mon propre tailleur, choisi avec soin pour projeter la force et la crédibilité. Aussi prête que je ne le serai jamais. Maman nous a rejoints quelques instants plus tard, arrivée séparément du refuge pour victimes de violences domestiques où elle séjournait. Les semaines de sécurité et de soutien avaient commencé à la transformer. Elle se tenait plus droite, établissait un contact visuel plus constant, parlait avec plus de confiance. Le refuge l'avait mise en relation avec des conseillers d'orientation professionnelle et l'avait aidé à entamer la procédure de divorce. Franck est déjà à l'intérieur avec son avocat, nous a informé Jessica. Rappelez-vous ce que nous avons répété. Répondez directement aux questions. Ne les laissez pas provoquer de réactions émotionnelles. Nous avons les faits et les preuves de notre côté. La salle d'audience est devenue silencieuse à notre entrée, tous les regards se tournant pour nous évaluer. Franck était assis à la table de la défense, impeccablement vêtu d'un costume coûteux, ses cheveux argentés parfaitement coiffés. Il ressemblait plus à un PDG qu'à un homme accusé d'agression violente. À côté de lui se tenait son avocat, Thomas Wilson, connu pour représenter des clients fortunés et obtenir des résultats favorables grâce à des tactiques agressives. Les yeux de Franck ont brièvement croisé les miens, un éclair de mépris traversant ses traits avant qu'il ne se ressaisisse. J'ai refusé de détourner le regard, soutenant son regard jusqu'à ce qu'il se tourne pour murmurer quelque chose à son avocat. Cette petite victoire m'a stabilisé alors que nous prenions place derrière la table de l'accusation. Les débats ont commencé par les déclarations liminaires. La procureure, Maria Delgado, a exposé l'affaire de manière claire et énergique, détaillant les fractions, l'agression et mes blessures. Elle a souligné l'historique de comportement contrôlant de Franck et la nature préméditée de l'attaque. La déclaration de Wilson a brossé un tableau très différent, Franck en tant que beau-père inquiet, préoccupé par mon influence sur ma mère, qui était allée avoir une conversation qui a dégénéré lorsque je serais devenu hystérique et l'aurais attaqué, le forçant à se défendre. La fabrication était si scandaleuse que j'ai dû m'agripper au banc pour ne pas protester. Ils essaieront de tout déformer, a murmuré Jessica. Laissons les preuves parler d'elles-mêmes. Appelé à témoigner, je me suis dirigé vers la barre des témoins avec un calme délibéré, j'ai juré de dire la vérité et j'ai fait face à la salle d'audience. Pendant près de 2 heures, j'ai répondu aux questions de la procureure, décrivant mon enfance après l'entrée de Franck dans nos vies, le contrôle croissant, l'isolement de ma mère, et enfin, avec des détails atroces, les événements de cette nuit d'octobre. Et à un moment donné, a demandé Delgado, avez-vous attaqué ou menacé Monsieur Sullivan avant qu'il ne défonce votre porte? Non, ai-je déclaré fermement. Je n'ai même jamais ouvert la porte. Je lui ai demandé de partir et j'ai dit que j'appellerais la police s'il ne le faisait pas. Le contre-interrogatoire de Wilson était exactement comme Jessica m'y avait préparé, agressif, manipulateur, conçu pour provoquer des réactions émotionnelles qui pourraient me faire paraître instable. N'est-il pas vrai, mademoiselle Moore, que vous essayez de séparer votre mère de votre beau-père depuis des années, a-t-il exigé. J'essaie d'aider ma mère à échapper à une relation abusive, ai-je corrigé calmement. Et vous avez envoyé des documents sur le fait de quitter son conjoint au domicile de votre mère, sachant qu'il serait probablement découvert par Monsieur Sullivan? J'ai envoyé des informations sur les ressources contre la violence domestique parce que je craignais pour sa sécurité. Il a tenté de me dépeindre comme vindicative,
pleine de ressentiment envers l'autorité de Frank, déterminée à détruire leur mariage par jalousie. À chaque question, je prenais une inspiration avant de répondre, m'en tenant aux faits, refusant de me laisser entraîner dans la colère. Le témoignage de ma mère le lendemain était à la fois déchirant et puissant. Sa voix a tremblé au début alors qu'elle décrivait 12 ans de violence croissante, mais s'est raffermie alors qu'elle détaillait les menaces de Frank, le contrôle financier, l'isolement, et enfin la nuit où il l'a forcé à monter dans la voiture pour m'affronter. Il a dit qu'il allait donner une leçon à Louise pour avoir essayé de me retourner contre lui, a-t-elle témoigné. J'étais terrifié qu'il lui fasse du mal mais trop effrayé pour le défier. Quand il a commencé à la frapper, je me suis figé. C'était comme regarder un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. La tentative de Wilson de la discréditer en suggérant qu'elle était mentalement instable ou qu'elle cherchait un gain financier par le divorce s'est retournée contre lui lorsque maman a calmement décrit comment Frank s'était assuré qu'elle n'avait aucun accès à l'argent, aucun crédit à son nom, aucun moyen de subvenir à ses besoins de manière indépendante. Les preuves médicales ont été présentées ensuite, des photographies de mes blessures, le rapport du médecin détaillant l'épaule déboîtée, les côtes fracturées, la commotion cérébrale et les contusions faciales. Le médecin des urgences a témoigné sur la force considérable requise pour causer de telles blessures. Le jury a visiblement réagi aux images, plusieurs membres regardant Frank avec un dégoût non dissimulé. L'officier Rivera et son partenaire ont décrit la scène qu'ils ont trouvée dans mon appartement, la porte cassée, du sang sur le mur, ma forme inconsciente sur le sol, Frank toujours enragé alors qu'il le maîtrisait. L'enregistrement partiel de mon appel d'urgence a été diffusé au tribunal, mes cris et les menaces de Frank remplissant la pièce silencieuse. Tout au long du procès qui a duré une semaine, j'ai enduré le regard froid de Frank chaque jour, refusant d'être intimidé. Eric était assis à mes côtés constamment, sa présence un point d'ancrage stable. Mes collègues du centre de santé mentale sont venus me soutenir, tout comme la professeure Lavigne, qui avait fait le trajet depuis l'université de Boston. Le dernier jour, lors des plaidoiries finales, j'ai demandé la permission de m'adresser directement au tribunal. Le juge, après s'être entretenu avec les deux avocats, l'a autorisé. Debout devant le jury, j'ai parlé avec le cœur. Ce qui m'est arrivé cette nuit-là n'était pas un incident de rage isolé, mais l'aboutissement d'années de contrôle et de violence. Mon beau-père ne m'a pas seulement attaqué physiquement. Il a passé des années à détruire systématiquement l'estime de soi de ma mère, à l'isoler de tout soutien, la convainquant que sa violence était de l'amour et de la protection. La violence domestique prospère dans le silence et la honte. Aujourd'hui, en disant la vérité, ma mère et moi refusons de nous taire plus longtemps. Le jury a délibéré pendant seulement 2 heures avant de revenir avec son verdict. Alors que la présidente du jury se levait, la salle d'audience est tombée dans un silence complet. Pour le chef d'accusation d'effraction, nous déclarons l'accusé coupable. Pour le chef d'accusation d'agression et de coups et blessures avec intention de causer des lésions corporelles graves, nous déclarons l'accusé coupable. Un soulagement si intense m'a envahi que j'ai failli m'effondrer. Maman a saisi ma main, des larmes coulant sur son visage. La façade composée de Frank s'est finalement fissurée, son visage se tordant de rage alors que les huissiers s'approchaient pour le mettre en détention. Lors de l'audience de détermination de la peine 2 semaines plus tard, le juge n'a montré aucune indulgence. Monsieur Sullivan, vous avez utilisé votre position de confiance pour terroriser votre famille pendant des années. Ce tribunal vous condamne à 15 ans de prison d'État. Alors qu'ils emmenaient Frank, j'ai senti un poids se lever que j'avais porté si longtemps que j'avais oublié ce que c'était que de se tenir droite. Pour la première fois depuis mes 12 ans, je pouvais respirer librement, sans craindre l'homme qui avait jeté une si longue ombre sur nos vies. 2 ans après le procès, par une matinée de printemps ensoleillée, je me tenais devant un petit public dans la salle communautaire du refuge pour femmes de Boston. Mes cheveux avaient repoussé depuis que je les avais coupés court après l'agression, tombant maintenant en douces vagues au-delà de mes épaules. Les cicatrices physiques s'étaient estompées, bien que mon épaule droite me fasse encore mal par temps froid et ne retrouverait jamais toute son amplitude de mouvement. Je m'appelle Louise Moore, ai-je commencé, et aujourd'hui, je veux parler du parcours de victime à survivante, puis à une personne épanouie. Les femmes qui me regardaient connaissaient déjà des bribes de mon histoire. Certaines avaient participé au groupe de soutien que j'animais. D'autres avaient reçu des conseils au Breakthrough Center, l'organisation que j'avais fondée avec mon master en psychologie des traumatismes récemment obtenu. Après le procès, je m'étais jeté à corps perdu dans la fin de mes études, déterminé à transformer mon expérience en quelque chose de significatif. Avec les conseils de la professeure Lavigne et une subvention d'une fondation de défense des victimes,
j'avais créé un petit centre en pleine croissance dédié à aider les survivantes de la violence domestique à reconstruire leur vie. Il y a 2 ans, j'étais dans un lit d'hôpital, brisé physiquement et émotionnellement, ai-je continué. Aujourd'hui, je me tiens devant vous non pas parce que la douleur a disparu par magie, mais parce que j'ai appris à la porter différemment. La guérison n'est pas une ligne droite. Elle est désordonnée et non linéaire. Il y a des revers et des percées, souvent le même jour. Ma mère était assise au premier rang, la fierté évidente dans son sourire. Elle avait vécu avec moi pendant 6 mois après le procès, suivant une thérapie 3 fois par semaine, retrouvant progressivement sa voix et son identité. Maintenant, elle avait son propre appartement près du mien et travaillait à temps partiel dans une librairie locale, construisant lentement une vie indépendante. Notre relation s'était transformée à travers d'innombrables conversations difficiles, des larmes, et finalement un véritable pardon. Pas un pardon pour Franck, mais pour nous-mêmes et l'une pour l'autre, pour les fois où nous n'avions pas réussi à comprendre, à agir, à nous soutenir mutuellement dans des circonstances impossibles. La leçon la plus difficile que j'ai apprise, ai-je dit au public, c'est que vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui n'est pas prêt à être sauvé. Mais vous pouvez créer un espace sur où ils peuvent venir quand ils sont prêts. Vous pouvez laisser une lumière allumée dans l'obscurité. Eric était assis à côté de ma mère, le diamant à ma main gauche captant la lumière lorsque je faisais un geste. Nos fiançailles étaient récentes, une étape que nous n'avions franchie qu'après mûre réflexion et discussion. Eric avait été patient, comprenant que le traumatisme change la relation d'une personne avec la confiance et l'intimité. Il n'avait jamais insisté, jamais pressé, restant simplement stable pendant que je travaillais sur mon processus de guérison. La guérison physique avait été difficile. Des mois de kinésithérapie avaient restauré la plupart des fonctions de mon épaule, bien que certains mouvements soient restés douloureux. Les cauchemars avaient été pires, des reconstitutions vivides de l'attaque qui me laissaient tremper de sueur et tremblante. Avec la thérapie et les médicaments, ils avaient progressivement diminué, ne survenant plus que pendant les périodes particulièrement stressantes. Le traumatisme vit dans le corps, ai-je expliqué au groupe. Il nous affecte physiquement, émotionnellement, spirituellement. La guérison doit aborder toutes ces dimensions. J'avais mis en pratique ce que je prêchais, combinant la thérapie traditionnelle avec le yoga, la méditation, et même des cours d'art. La peinture était devenue un exutoire inattendu, mes tentatives d'amateur pour exprimer l'émotion par la couleur et la forme étant accrochées dans mon bureau comme des rappels du parcours de guérison. Ma mère avait trouvé son propre chemin vers la guérison. Après des décennies où ses préférences avaient été rejetées par Franck, elle s'était systématiquement redécouverte, ses plats préférés, ses couleurs, sa musique, ses passe-temps. Elle avait recommencé à porter du rouge à lèvres rouge vif, s'était mise au jardinage, avait rejoint un club de lecture. De petits actes de réappropriation qui, ensemble, formaient une nouvelle identité, définie par le choix plutôt que par la peur. Le tournant de ma guérison, ai-je poursuivi, est survenu lorsque j'ai réalisé que m'accrocher à la haine pour mon agresseur me maintenait connecté à lui. En concentrant mon énergie sur la colère, je lui permettais de continuer à contrôler ma vie émotionnelle depuis la prison. La vraie liberté est venue en lâchant prise, non pas sur la responsabilité, mais sur le pouvoir corrosif de la haine. Ce fut l'aspect le plus difficile de la guérison. La rage m'avait semblé juste, protectrice, nécessaire. Apprendre à la libérer sans minimiser le mal causé avait nécessité les conseils de thérapeutes qualifiés et le soutien d'autres personnes qui comprenaient par expérience. Le Breakthrough Center avait grandi au-delà de ma vision initiale. Nous offrions maintenant des conseils individuels, des groupes de soutien, des ateliers de développement de carrière et une aide au logement. Un réseau d'avocats bénévoles fournissait des conseils juridiques. D'anciennes clientes revenaient en tant que père-mentor, créant une communauté de soutien mutuel. Une de ces réussites était Nancy, une femme dans la quarantaine qui avait assisté à l'une de mes premières prises de parole en public. Après 15 ans avec un mari violent, elle avait trouvé le courage de partir, inspirée en partie par mon histoire. Maintenant, elle faisait du bénévolat au centre, ses compétences en comptabilité se révélant inestimables pour les clientes reconstruisant leur indépendance financière. Le plus grand mythe sur la violence, ai-je dit au public, est qu'elle n'arrive qu'à certains types de personnes, celles qui sont faibles ou codépendantes. La vérité est que la violence peut arriver à n'importe qui. Les victimes n'ont pas besoin de notre jugement. Elles ont besoin de notre compassion et de notre soutien pratique. En concluant mon discours, j'ai regardé les visages devant moi. Certains portant des cicatrices visibles, d'autres portant des blessures invisibles à l'œil nu mais non moins réelles.
Chaque personne représentait à la fois une tragédie et un triomphe, des vies déraillées par la violence mais refusant d'être définies par elle. Mon beau-père m'a pris beaucoup de choses, à moi et à ma mère, ai-je dit. Des années de paix, un sentiment de sécurité, un bien-être physique. Mais il n'a pas réussi à prendre ce qui compte le plus, notre capacité à guérir, à aimer, à construire quelque chose de nouveau à partir des décombres. Cette résilience vit en chacun de vous. Ce n'est pas quelque chose de spécial ou d'unique à moi. C'est la capacité humaine fondamentale de recommencer, peu importe combien de fois nous avons été brisés. Les applaudissements furent chaleureux à la fin, plusieurs femmes essuyant des larmes. Alors qu'elles se rassemblaient pour me parler ensuite, partageant leurs propres histoires et défis, j'ai ressenti le mélange familier de tristesse et d'espoir qui caractérisait maintenant mon travail. Chaque conversation me rappelait que la guérison se produit dans la connexion, pas dans l'isolement. Nous nous rétablissons nous-mêmes en aidant les autres à se rétablir. Plus tard dans la soirée, Eric et moi avons organisé un petit dîner dans notre appartement. Ma mère a apporté sa fameuse tarte aux pommes, Catherine du travail est venue avec son mari, et la professeure Lavigne a fait le trajet depuis l'université. Entouré de cette famille choisie, j'ai réfléchi au chemin que nous avions tous parcouru. Un toast, a suggéré Eric en levant son verre. À Louise, dont le courage continue d'inspirer tout le monde autour d'elle. J'ai secoué la tête, levant mon propre verre. À nous tous. Pour avoir choisi l'amour plutôt que la peur, la connexion plutôt que l'isolement, et l'espoir plutôt que le désespoir. Chaque jour. Alors que la conversation et les rires remplissaient l'appartement qui avait été autrefois le théâtre d'une telle violence, j'ai senti la vérité de ce que j'avais dit aux femmes plus tôt, le traumatisme vous change de manière permanente. Il n'y a pas de retour en arrière à la personne que vous étiez avant. Mais avec du soutien, de la détermination et du temps, vous pouvez construire quelque chose de nouveau et de significatif à partir des morceaux qui restent. Ce qui s'est passé cette nuit-là il y a 7 ans fera toujours partie de mon histoire, mais ce n'est plus le chapitre déterminant. C'est simplement une partie d'un récit beaucoup plus vaste sur la résilience, la compassion et le pouvoir transformateur de la rupture du silence. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, veuillez la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Laissez un commentaire sur vos propres expériences de dépassement de l'adversité ou sur les ressources qui vous ont aidé à traverser des moments difficiles. N'oubliez pas que s'abonner et aimer aide ces histoires à atteindre d'autres personnes qui peuvent se sentir seules dans leur lutte. Merci de votre écoute, et souvenez-vous, peu importe ce que vous avez enduré, la guérison est toujours possible, et vous n'êtes jamais vraiment seul.